La semaine dernière, dans Info Politique, nous avons abordé la difficulté des artisans et des chefs d'entreprise des TPE d'avoir l'attestation de vigilance. Giraud Payette n'est pas d'accord sur l'attitude du CSAPR, le collectif des syndicats et associations professionnelles de La Réunion. C'est dans les plus de l'économie. Giraud Payette, bonsoir. Chef d'entreprise ? Oui. Alors, l'attestation de vigilance, on va juste rappeler ce que c'est et Giraud Payette va rappeler c'est quoi l'attestation de vigilance. L'attestation de vigilance est tout simplement une attestation qui justifie que le chef d'entreprise, qui est sur de la commande publique ou même en sous-traitance pour les transporteurs, qui soit à jour de ses cotisations sociales concernant la partie sociale RSI et les cotisations URSSAF. Alors, je pose la question. Alors, on a dit aujourd'hui que pour qu'un artisan puisse soumissionner, puisse aller sous-traiter avec quelqu'un qui a un marché public, il doit donc être à jour selon les critères demandés par l'attestation de vigilance. Mais quelle est la méthode aujourd'hui pour que, de par les difficultés de trésorerie, les délais de paiement, comment faire pour avoir ce document ? Alors, avant d'aborder le sujet précis, comme l'occasion m'est donnée ce soir, j'aimerais quand même faire un historique sur la situation principalement du régime social des indépendants. Faire un petit historique. Le RSI a été créé en 2006. Et à l'époque, déjà, on avait souhaité garder un régime des travailleurs indépendants géré par des indépendants. Mais on a vu au fil des années que déjà à l'époque, on voulait l'intégrer au régime général. Donc les artisans, les commerçants, travailleurs indépendants se sont battus pour garder leur caisse en l'état. Eh bien, en 2012, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui a mis en avant les dysfonctionnements du RSI. Et en 2016, lors des élections présidentielles, on a pris ce sujet comme un sujet politique. Il fallait supprimer quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais je vous dirais ce soir, rien n'a été fait pour le faire fonctionner. Et je dirais même mieux, tout a été fait pour pourrir la situation. Mais aujourd'hui, je pose la question, est-ce que nous pensons que, en supprimant le RSI, que les dettes vont s'effacer ? La réponse est non. La situation actuelle, le RSI a été adossé au régime général. D'ailleurs, aujourd'hui, il s'appelle Sécurité sociale des indépendants. Mais déjà, avant la suppression en janvier 2018, le RSI faisait déjà partie des URSSAF. D'ailleurs, moi j'ai une attestation qui est signée par le directeur de l'URSSAF qui date de 2017. Bien, ceci étant dit, pour revenir sur la situation concernant ce fameux attestation de vigilance. Et je vais faire une petite rectification. Je ne suis pas totalement en désaccord avec ce que le CSAPR dit, puisque une des conditions pour pouvoir avoir l'attestation de vigilance, enfin il y a 3 conditions. La première, c'est d'être à jour totalement de ses cotisations ou avoir un plan d'appurement et l'honorer dans les bonnes conditions. Le deuxième, c'est d'être à jour de cotisation, mais ne n'être pas à jour des majorations des pénalités. Ça aussi, c'est un véritable problème. Et le troisième, c'est de faire ce qu'on appelle un recours en contentieux et on conteste la somme. Cette condition existe. Mais dans la pratique, qu'en est-elle ? La pratique est très simple. C'est qu'aujourd'hui, avant d'aller vers le TAS, qui a compétence de traiter ce genre de sujet... Alors, le TAS, c'est dans le tribunal des affaires sociales. Le TAS, qui est le tribunal des affaires sociales, qui, par rapport à l'article existant du Code de la sécurité sociale, dit qu'avant de saisir le TAS sur une contestation, il y a une commission recours à l'amiable au sein de l'instance de l'URSSAF. Donc cette condition-là tombe. Elle devient compliquée. En clair, le TAS peut se dessaisir du dossier et dire non, avant de venir à notre niveau, saisissez d'abord la commission recours à l'amiable pour voir si la contestation est viable ou pas. Donc, comprenez bien qu'ils ont mis des garde-fous. C'est pas aussi automatique qu'on peut penser. Mais la réalité des choses, c'est que nos chefs d'entreprise aujourd'hui, on est dans une situation compliquée. Les procédures, ok, elles existent, mais la réalité, elle est quoi aujourd'hui ? C'est que le contexte économique ne permet plus aux entreprises de payer leurs dettes. Donc il faut aller au-delà de ça.
c'est pas de faire du coup par coup. La vie d'un chef d'entreprise, c'est pas tous les 6 mois aller devant un tribunal contester une dette. Je veux dire, mais il a besoin d'être productif, il n'a pas besoin d'avoir une épée Damoclès sur sa tête. Cette situation-là n'est pas viable. Donc il faut trouver une alternative. Et là, il n'y a pas 50 solutions. Il faut que nos parlementaires se saisissent de ce dossier. Et qu'on l'avait fait par le passé, une loi d'orientation. Il faut dire les choses comme elles sont. Au vu du contexte économique, il faut aller vers la suppression de la dette. Et qu'on repart à zéro. Effacer toutes les dettes? Mais monsieur, comment faire dans un contexte comme ça, des artisans qui n'ont plus de travail, des commerçants qui n'ont plus de travail, comment ils vont payer cette dette-là? Ils vont s'endetter toute leur vie? C'est une situation qui est viable, ça? Et d'ailleurs, le CSAPA le dit, le contexte juridique par rapport au RSI n'est pas clair non plus. Donc ce sont des dettes qui pèsent sur les entreprises, sur une situation juridique qui est totalement vide. Alors, peut-être que le chef d'entreprise attend, mais par rapport au procès qu'il y a eu contre le RSI, les décisions de la justice n'ont pas donné non plus totalement raison au RSI. Donc, on est sur un flou. Dès lors qu'on est dans un flou, il faut remettre la balle au centre. Et la balle au centre, il n'y en a pas d'autre solution. Il y a d'autres qui ont payé, certes, mais il y a beaucoup qui ne sont plus en mesure de payer. Ils peuvent aller faire des recours devant les tribunaux. Un recours, ça ne veut pas dire qu'on va gagner. La dette peut être doublée aussi, d'ailleurs. Et c'est souvent le cas, avec les majorations, les pénalités, qui vient amputer la somme principale. Et ça aussi, c'est pas normal. Donc, je suis en train de vous dire, la voie de recours existe, mais ils ont mis des garde-fous. Ça ne veut pas dire que quand vous avez fait un recours contre les cotisations que vous devez, automatiquement, d'ailleurs, la demande de l'attestation de vigilance se fait sur Internet. Il suffit d'aller sur le site. Ils ont moyen de bloquer l'attestation. Moi-même, j'ai fait l'expérience hier soir pour le RSI. Je suis allé demander une attestation. On m'a ressorti une attestation de 2017. Ça veut dire qu'il faut que j'aille les voir pour savoir où est le blocage. Et probablement, on va me sortir un document. Monsieur, vous devez encore ça, ça et ça. Donc, il faudra régulariser. Sinon, je n'aurai pas mon attestation. Donc, on est dans un système où on se sent piégé. Mais je dis aux artisans, aux commerçants, aux professions indépendantes, le fait que le RSI n'existe pas, c'est le mot RSI qui n'existe plus. Mais le régime est toujours là et les dettes sont toujours existantes. Alors, quelle serait la démarche? Bon, là, on parle d'effacer les dettes. Est-ce que ça, c'est une demande d'une structure, des artisans? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une démarche en ce sens? Est-ce que vous allez porter cette démarche? Écoutez, ça fait un moment, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un dossier, je peux me permettre que je connais un peu, parce que j'étais administrateur aussi du régime. Donc, j'ai fait appel à... Vous étiez aussi président? J'étais président de la caisse d'assurance maladie à une époque, président de la chambre, on connaît mon histoire. Ouais. Mais... on a fait l'appel, c'est pas un dossier que je peux porter tout seul. Il faut un consensus de toutes les organisations, même du CSAPR, qui aujourd'hui fait des revendications qui sont fondées. C'est normal qu'ils réagissent comme ça. Personne ne peut les en vouloir. Mais est-ce que c'est la bonne voie qu'on prend? Je suis pas sûr. Parce qu'en face de nous, c'était pas à vous que je vais le dire, c'est pas aux représentants du CSAPR que je vais rappeler. Il y a une machine en face. Donc, on peut pas tout effacer comme ça. Donc, il faut être réaliste. Il faut dire, est-ce que par rapport à la situation économique dans laquelle on est aujourd'hui, si on met la pression sur nos chefs d'entreprise, qu'on envoie les huissiers, qu'on fait des recouvrements forcés, la question qu'il faut se poser, est-ce que ces gens sont en mesure de payer aujourd'hui? La réponse est non. Alors on fait quoi? Donc il faut qu'on se mette autour d'une table et d'une manière consensuelle, on trouve une plateforme de proposition, ça fait un moment que je le dis, et qu'on mette tout le monde autour de la table, avec nos différences. Et finalement, aujourd'hui, la première difficulté, c'est d'amener tout le monde autour de la table. Mais évidemment, est-ce qu'on a d'autres choix? Il faut qu'on soit... Alors, qu'est-ce qui explique que vous avez du mal à vous mettre autour d'une table? Je pense qu'on manque de dialogue entre nous. Moi, le SFPR, j'ai rencontré les dirigeants, je redis, je ne suis pas opposé à leur démarche. Une chose qui n'a pas fonctionné, ça justifie la contestation. C'est évident. Mais après, il y a la réalité des choses. La réalité aujourd'hui, c'est que le RSI n'existe plus et que la compétence appartient au régime général. D'ailleurs, ils ont mis en place ce qu'on appelle un comité de pilotage, dans lequel ce sont même les gens qui ont fait échouer le RSI qui mènent la baraque. Qui sont ces gens qui ont fait échouer le RSI? Je ne vais pas faire un procès, mais ce sont les énarques parisiens qui prennent la main sur le dossier. Ils ont mis derrière un comité de surveillance avec des personnalités, mais on ne sait pas qui. Et après, demain, ils vont créer un comité, un conseil pour la protection sociale. On va mettre des gens, peut-être qui ne connaissent pas comment fonctionne le régime. Donc, je veux dire, on est jusqu'à fin 2019,
On est encore dans une période où on peut faire des propositions. En ce moment qu'il faut réagir. Il faut qu'on fasse des propositions. Et puis après, je vais vous dire autre chose. On parle beaucoup d'expérimentation. Peut-être que dans les départements d'outre-mer, il y a des propositions à faire sur le sujet. Il faut rebâtir le régime de protection sociale des travailleurs indépendants. C'est là qu'il faut le faire, pas après. Comment le faire ? Comment le faire ? J'invite, une fois de plus, je n'ai pas la science infuse, je vous le dis, mais j'invite tous les gens qui sont sensibles sur le sujet. C'est de notre responsabilité de ne pas rester dans une situation aussi floue, qu'on mette tout sur la table, qu'on débatte. Et j'appelle les présidents de chambre consulaire. Monsieur Ibrahim Patel a présidé le RSI. Monsieur Bernard Picardo a été au conseil d'administration. Ils viennent débattre. Ils sont toujours au RSI pour l'instant. Ils sont dans un RSI qui est en train d'être vidé de sa consistance. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus d'indépendants qui tient les rênes. Hein, c'est une évidence. Avant, pour être concret avec vous, un artisan avait un problème au RSI. Il trouvait toujours un élu consulaire pour l'accompagner, pour faire une démarche, pour essayer de régulariser sa situation. Aujourd'hui, on fait quoi ? On n'a plus la même facilité qu'on avait auparavant. Donc, ça explique qu'il faudrait qu'on se mette autour d'une table, qu'on reprenne la main de notre propre protection sociale. On ne peut pas laisser notre avenir dans la main forcément des gens qui vont mettre des choses en place qui ne correspondent pas à la réalité. Donc, il y a une urgence. On parle toujours des énarques parisiens. Mais moi, je ne suis pas qu'il faut des énarques, évidemment, il en faut. Mais avant de construire, il faut quand même interpeller les gens du terrain, les gens qui vivent avec ça. D'une part, on parle des artisans, on parle du RSI, on parle de la protection sociale. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ce que dit le CSAPR, est-ce qu'il n'est peut-être pas le moment de remettre en cause tout le système de protection sociale, de revoir, est-ce qu'il faut appliquer cette norme, cette loi européenne comme quoi il faut ouvrir la protection sociale à la concurrence? Est-ce que ça, c'est une solution ou est-ce qu'il y a d'autres solutions? Moi, je n'ai pas de réponse prête à ça. Je vois le contexte. Vous savez, en France, on est membre de l'Union européenne, on applique les directives qui nous arrangent. Et quand on ne veut pas les appliquer, on paye les amendes qui vont avec. Et sur le sujet de la protection sociale, sujet très sensible, la France ne veut pas qu'on bouge les lignes. Aujourd'hui, vous me dites oui, il faut être autour de la table pour faire bouger l'avenir de la protection sociale. Là-dessus, je vous réponds oui. Il faut, et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on échange sur le sujet et qu'on mette en place la situation la plus adaptée pour nos artisans, nos commerçants et tous les professions indépendantes. Il s'agit d'agir là maintenant. C'est-à-dire en 2020, la page sera tournée. C'est pas nous qui allons décider, c'est pas nous qui allons faire les propositions. Donc oui, il faut mettre tous les sujets sur la table. Mais après, c'est pas nous qui allons décider. Et il faut qu'on travaille avec les parlementaires, il faut qu'on travaille avec nos élus. La protection sociale est un sujet sensible, ça concerne beaucoup de monde. On ne peut pas prendre ça à la légère. On a échoué sur le RSI. Est-ce qu'on veut encore échouer une deuxième fois? Non. Donc il faut débattre. Ça concerne beaucoup de monde. J'ai eu l'occasion d'avoir sur le plateau le directeur de la CGSS, le directeur également du RSI à La Réunion. On parlait du fait qu'aujourd'hui, cet argent, cette protection sociale, sert vraiment à aider ceux qui en ont besoin. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut que les entreprises disent nous, on en a assez de participer à la protection sociale, à la cohésion sociale. Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un autre moyen? Moi, je suis tout à fait d'accord que cette question soit posée. Parce que si le RSI n'existe plus, c'est qu'il n'a pas marché. Mais si c'est pour faire un RSI bis, je ne vois pas l'intérêt. Donc, oui, il y a beaucoup d'artisans, commerçants qui ne comprennent pas. Mais il faut construire un nouveau régime pour que les gens comprennent et ils s'approprient. Est-ce que demain, c'est la liberté? Mais s'il faut aller vers là, et c'est ça que les artisans, les indépendants attendent, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas fermé sur quoi que ce soit. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'on ait une protection sociale. Ça, on ne peut pas dévier à ça. Parce que personne n'est à la tomber malade, il faut qu'on prépare notre retraite et il ne peut pas avoir des inégalités de traitement en termes de protection sociale dans un pays aussi moderne comme la France. Donc oui, il faut débattre, c'est le moment de débattre. Mais pour débattre, il ne faut pas que chacun tire de son côté, il faut qu'on arrive à se mettre d'accord sur des propositions et qu'on soit entendu. Et ce débat-là, il va au-delà de La Réunion. Il va sur l'ensemble des départements d'outre-mer, il va sur le plan national. Donc il y a une responsabilité importante dans ce domaine. Alors, pour revenir à ça, aujourd'hui, mais d'accord, on parle des parlementaires. Est-ce que les politiques à La Réunion, aujourd'hui, par rapport à ce
si on tient compte de notre environnement india-océanique, est-ce qu'il faut aussi qu'on tienne compte d'une protection sociale qui est aussi d'un coût de travail qui tient compte de notre environnement india-océanique? Mais effectivement, c'est une bonne réflexion. On ne peut pas continuer à taxer le travail. Aujourd'hui, les indépendants se disent pourquoi je travaille? J'arrive même pas à me payer un salaire et il faut que je verse dans les caisses. Mais ça, ce n'est plus tenable, une situation pareille. Mais effectivement, il faut prendre des dispositions en fonction de la réalité du tissu économique. Il ne faut pas non plus imposer des taux sur des cotisations qui ne correspondent pas à la réalité. Aujourd'hui, il y a des gens qui reçoivent des appels de cotisation. Quand ils voient ça, on ne peut que comprendre qu'ils se demandent pourquoi ils travaillent. Mais il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'on enlève cette épée de Damoclès. Il faut qu'on mette un système où on a envie de voir nos concitoyens prendre l'initiative d'entreprendre, de créer des entreprises. Aujourd'hui, ça, c'est un frein à la création d'entreprises. Et ceux qui sont dans l'entreprise, ils se posent des questions pour voir si on reste ou si on fait autre chose. Mais on ne peut pas construire l'avenir d'un pays sur un système aussi inadapté. Alors, comment aujourd'hui trouver un statut, par exemple, pour les artisans, lors de son élection, pendant la campagne électorale de la présidentielle, Emmanuel Macron avait dit qu'il fallait donner un statut aux artisans, aux chefs d'entreprise, au moins qu'ils aient la CEDIC après si jamais demain ça ne marche pas. Finalement, même ça, il n'a pas été au bout de ce projet-là. Le chef d'entreprise, c'est vraiment celui qui avance un peu sans filet. Oui, nous, on nous annonce plein de mesures, mais finalement, on fait un pas en avant, on fait 2 pas en arrière. Donc, sur ce sujet-là, je pense que là aussi, c'est flou. Quand on entend ce qu'ils vont verser, c'est pas comme ça qu'on doit considérer un chef d'entreprise. Et c'est pas comme ça non plus qu'on va inciter à la création. Donc, ce sujet-là, il y a eu des propositions sur ce sujet-là aussi. Au même titre que la protection sociale, la maladie et la retraite, nous devons débattre. Donc, une fois de plus, le CESR, le président est un chef d'entreprise, le président de la Chambre, il connaît le problème. Tous ces gens-là doivent ouvrir le débat sur la question, qu'ils fassent un débat en interne. Et ensuite, qu'on rencontre d'une manière, qu'on mette de côté nos différences politiques. On a des différences politiques, mais ce sujet-là est trop sensible pour dire qu'on ne le prend pas au sérieux. On ne peut pas laisser la main aux gens qui ne connaissent pas la réalité. Donc, ça relève de la responsabilité de tout le monde. Et qu'il y ait des oppositions, c'est normal, mais aujourd'hui, il ne suffit pas de rester dans le camp de l'opposant, il faut construire autre chose. Donc c'est pour ça que je dis, il faut impérativement qu'on se voit, on se parle, et avec toute différence. Il faut qu'on ait cette intelligence-là, parce que derrière nous, en face de nous, nous avons des artisans qui sont perdus, des commerçants qui sont perdus. Ils attendent des positions concrètes. C'est à nous de les construire. Vous avez été président de la Chambre des métiers. La Chambre a fêté ses 50 ans il y a quelques jours. La question, géopayette, c'est comment discuter avec les artisans. On va prendre des gens qui ont la tête dans le guidon, qui sont toujours qui ont toujours quelque chose à faire, qui n'ont pas le temps de s'occuper même pas de la gestion de ce qu'ils font, de leur travail. Comment travailler aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait apporter aux artisans? Comment les accompagner, les artisans, les chefs d'entreprise, des TPE? Comment les accompagner pour que demain, ils soient aussi professionnels dans la gestion, dans la communication et que aussi dans le combat politique? Parce que un artisan qui travaille 15 heures par jour, il n'a pas le temps d'aller faire des réunions, il n'a pas le temps d'aller porter une loi à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est aussi quelque chose qui fait que l'artisan est toujours celui qui, malheureusement, est à la traîne. Le constat, il est clair, mais ce n'est pas à l'artisan d'aller au devant de la scène. Lui, il a des élus consulaires, il y a des organisations syndicales, la CAPME, la CAPEB, il y a un certain nombre. Il y a SSAPR, il y a d'autres. C'est à eux de prendre les dossiers importants pour lesquels les artisans sont touchés. L'artisan, effectivement, lui, il faut qu'il travaille, il faut qu'il nourrisse sa famille. Il ne va pas perdre son temps dans les réunions en permanence. Il a des représentants, c'est à ses représentants de faire de sorte qu'ils interviennent, qu'ils agissent pour faire changer et évoluer son quotidien. C'est le rôle des élus. Sinon, à quoi servirait une chambre des métiers? À quoi serviraient des syndicats si on ne prend pas au sérieux les préoccupations de nos ressortissants? L'artisan, effectivement, c'est notre rôle.
Il faut pas inverser les rôles. Donc lui, il faut qu'il continue le travail et c'est pas évident. En ce moment, on est dans un contexte difficile. On peut comprendre que les artisans, la priorité pour lui, c'est le matin d'aller sur son chantier, mais non d'aller dans des réunions à perdre son temps. Il a des représentants. Ce sont ces représentants qui doivent agir. C'est ces mêmes représentants qui doivent veiller à ce qu'il ait son attestation de vigilance pour qu'il continue à avoir un peu de travail, pour qu'il puisse sous-traiter les marchés publics, pour qu'il puisse s'en sortir, parce que quelque part, même cette attestation de vigilance, ça lui prend beaucoup de temps. Mais évidemment, c'est pour ça qu'il faut mettre un système. On est aujourd'hui dans la simplification administrative. On est dans le droit à l'erreur. On est dans un certain nombre de choses où on veut faciliter les relations entre les artisans, les administrés de manière générale et les administrations. Donc, il faut que l'artisan, lui, se concentre sur la productivité, qu'on ne lui donne pas des choses improductives. Vous allez me dire, bah oui, s'il n'a pas d'attestation, il ne peut pas travailler. Mais faisons de sorte qu'il puisse avoir son attestation et qu'il travaille librement et tranquillement. Arrêtons de mettre la pression sur les artisans. Ils ont beaucoup à faire. Ils ont à gérer les chantiers, ils ont à gérer le personnel. Ne rajoutons pas des choses qui viennent compliquer la vie de tous les jours, qui est déjà très compliquée. Aujourd'hui, il nous reste 3 minutes. Qu'est-ce que vous conseillez aux artisans qui ont besoin de cette attestation de vigilance? Qu'est-ce qu'ils doivent faire et vers qui ils doivent se tourner? Mais s'ils ont besoin, la meilleure des choses, c'est d'aller vers la sécurité sociale. Et à mon avis, dans la même logique que j'ai donnée tout à l'heure, il faut que les organisations patronales, syndicales, jouent leur rôle, qu'ils ne laissent pas les artisans seuls, qui s'adressent pour le bâtiment. Il y a des organisations, je ne suis pas là à faire de la promotion des syndicats, mais s'ils existent, il faut bien qu'ils fassent une mission pour l'intérêt général. Donc ils s'adressent à leurs syndicats et qui les accompagnent vers cette démarche-là. Parce que seuls, ils vont être anéantis dans cette machine-là. Et ça aussi, ils ne veulent pas perdre leur temps à ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artisans qui ne vont pas sur la commande publique parce qu'ils savent que sûrement ils ne sont pas à jour de cotisation. Et la paperasse, ce n'est pas leur fort, il faut le reconnaître. Ce sont d'abord des gens spécialisés dans les technicités, que ce soit dans le bâtiment ou dans d'autres métiers. Donc, je redis, Chambre des métiers, organisations professionnelles, il faut qu'ils prennent leur mission très au sérieux pour que les artisans comprennent qu'ils ne sont pas seuls dans leur vie quotidienne. Et sur ce point-là, et on termine là-dessus, comment aujourd'hui les accompagner, et là je ne parle pas des syndicats, je parle vraiment de ceux qui sont capables de les accompagner, aussi bien la Chambre, aussi bien des cabinets comptables ou autres. La question est toujours la même, c'est est-ce qu'ils peuvent avoir confiance? Parce qu'à un moment donné, je crois que leur problème c'est avoir confiance. Et puis, ce qu'eux n'ont pas par rapport aux grosses entreprises, c'est les moyens de payer justement des gens qui les accompagnent. Ne serait-ce que monter un dossier d'appel d'offres. Oui, le dossier d'appel d'offres est très compliqué, effectivement. Il faut les accompagner. Mais il faut qu'ils fassent la démarche aussi. Parce que se dire, mais il n'aime pas faire ça. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils se bougent. Il faut qu'ils se bougent aussi. Ça ne tombe pas du ciel. Rien ne tombe du ciel. Il faut que chacun prenne leur responsabilité, se dit, bon, moi, je vais répondre à ce marché, mais je suis bloqué sur tel ou tel point. Je vais voir qui c'est qui peut m'aider. Est-ce que c'est l'expert comptable? Est-ce que c'est la chambre des métiers ou la chambre de commerce ou un syndicat? Vous savez, si on veut avancer, on est obligé d'avoir des partenaires. On n'avance pas tout seul. Hein. Donc, ils ne maîtrisent pas forcément. Donc, c'est aussi de mettre des outils en face qui facilitent l'accès à la commande publique. La chambre de métier, je crois qu'il le fait, mais peut-être qu'il ne le fait pas suffisamment. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement mettre en place ces outils d'accompagnement qui permettent au développement économique. Vous savez, on le dit, on le redit, il y a eu les 50 ans de la chambre des métiers, tout le monde le dit. L'artisanat apporte beaucoup de services à nos concitoyens, fait partie de la vie des Réunionnais. C'est une réalité. Mais pour que ces gens s'épanouissent, il faut qu'ils se sentent aussi soutenus. Et aujourd'hui, pour plusieurs d'entre nous, on est un peu seul dans nos démarches et ça, c'est pas normal. Tout à fait. On aura l'occasion de revenir là-dessus. On fera un point d'étape, Giraud Payette, concernant l'attestation de vigilance, parce que je pense qu'il y aura en tout cas tout ce qui est marché public au niveau du conseil départemental devrait normalement commencer à se libérer un petit peu. Donc je pense qu'il y aura quelques marchés auxquels pourront soumissionner les artisans et les chefs d'entreprise de TPE. On verra un petit peu ce que ça donne. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Giraud Payette, je rappelle donc que vous êtes chef d'entreprise et que vous êtes aussi sur cette démarche de voir un petit peu comment accompagner les artisans et les chefs d'entreprise des TPE vers cette attestation de vigilance qui permet donc de prétendre
au marché public. Merci, Jean Payette. Nous, on arrive à la fin de notre émission.